Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. On passe au grand angle de cette édition. Il est philosophe, il était jusqu'à peu chroniqueur à la RTBF, notre partenaire télévisuel belge, et il était aussi directeur de Myria, le Centre fédéral de la migration. Il a décidé de quitter toutes ses fonctions pour se présenter aux élections législatives anticipées du 26 mai prochain en Belgique. Bonsoir François De Smet, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes sur la liste du parti DEFI, DE accent aigu, FI, un parti centriste qui se préoccupe en particulier du sort des francophones. Alors d'abord, qu'est-ce qui conduit au juste un philosophe comme vous à vous lancer en politique? Et petit exercice pratique, si l'on peut dire, c'est quoi la différence entre la politique et la philosophie? Waouh, bonsoir. Alors, on pourrait dire, pour être schématique, que le politique est dans une orientation de problèmes concrets, problèmes-solutions, alors que le philosophe est plutôt du genre à transformer les réponses en questions. Mais au-delà de la boutade, la politique et la philosophie sont des vieilles cousines, de Platon jusqu'à Marx, en passant par Constant, Tocqueville. Vous avez eu tous les penseurs occidentaux et du monde entier qui ont toujours réfléchi à la manière de gérer la cité. Ce sont deux disciplines qu'on oppose, comme si réflexion et action étaient opposées. En fait, elles ne le sont pas tellement, ce sont des cousines pas si éloignées. Et on le voit bien, aujourd'hui, François De Smet, un peu partout en Europe, notamment en Belgique, les citoyens ne se reconnaissent pas dans leur classe politique, dans leurs élus. Est-ce que, selon vous, c'est important que des personnalités de la société civile comme vous se lancent justement dans ce domaine de la politique? Oui, et pas seulement de la société civile. Je crois que le fait que de plus en plus de gens fassent de la politique, entrent en politique, est une des réponses possibles à la crise de représentativité que nous connaissons. Parce que ce n'est pas vraiment une crise de la démocratie. Je crois que les gens sont toujours attachés à notre régime démocratique. Ils n'ont pas non plus nécessairement envie de faire table rase et de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se débarrasser de toute démocratie représentative. Ils ont l'impression justifiée qu'il y a un système qui tourne un petit peu en rond et qu'il faut sans doute, alors d'une part peut-être, ajouter d'autres processus. Il y a beaucoup de revendications de référendums, de panels citoyens. Alors tout cela doit, à mon avis, effectivement être implanté d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il faut, à mon avis, que beaucoup plus de gens se jettent dans le bain de la démocratie représentative. Et on le voit pourtant, François De Smet, pardon de vous couper, on voit qu'en France, il y a une entrée massive à l'Assemblée nationale, justement, de députés issus de la société civile. Et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, que vous avez aussi d'ailleurs en Belgique. Oui, tout à fait, vous avez raison, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que la société civile n'est pas la seule concernée. Dans un monde idéal, la politique ne devrait pas être un métier. Alors vous avez toujours besoin de quelques personnes qui sans doute font toute leur vie en politique parce que ça reste un secteur qui a ses codes, qui a sa technique. Mais à côté de ça, dans un monde idéal, eh bien, beaucoup plus de gens, pas seulement de la société civile, également des ouvriers, des employés, des gens venant de tous les milieux, consacreraient une petite partie de leur vie, un mandat, deux mandats, peut-être trois, à la politique, auraient fait quelque chose avant pour y apporter de l'expérience et pourraient faire quelque chose après. Moi, je crois que c'est une partie de la solution, une rotation beaucoup plus nette, une politique qui soit de moins en moins de métier, mais une sorte de service aux citoyens, que beaucoup plus de monde, et pas seulement quelques personnes connues de la société civile, pourraient avoir les moyens de faire. Et ces images ont fait le tour du monde en Belgique. Chez vous, des jeunes se mobilisent pour le climat. Ils demandent à leurs dirigeants de prendre en mesure la question climatique. Que proposez-vous, vous, avec votre parti DEFI, en matière de transition énergétique? Alors, d'une part, on a des propositions de mesures communes avec d'autres partis, taxer un petit peu plus le kérosène, le fioul maritime, mettre fin à des systèmes de voitures salaires, comme on dit chez nous, des avantages fiscaux pour les véhicules de société, développer plus les transports. Mais on a une originalité, c'est qu'on propose un marché commun du renouvelable, une sorte de nouveau traité de Rome européen. Parce que les atouts de la Belgique en matière de renouvelables, ce n'est pas tellement notre ensoleillement légendaire ou nos innombrables éoliennes, c'est peut-être notre position centrale et géographique et notre réseau diplomatique. Si vous regardez l'ensemble de l'Europe, vous avez des topographies très différentes. Vous avez les Espagnols qui ont beaucoup de soleil, les Danois ou les pays du Nord qui ont beaucoup de vent et d'énergie hydraulique. L'idée serait de mettre tout cela en réseau, dans une sorte de mutualisation, comme nous l'avons fait pour la CECA, l'Euratom et la communauté européenne. Mutualiser nos sources d'énergie, puisque nous devons consommer l'énergie et l'électricité immédiatement dès qu'elle est produite. Si nous voulons avoir plus de renouvelables et nous passer en même temps des centrales nucléaires ou des centrales au gaz et nous rendre davantage indépendants, nous, Européens, du reste du monde et singulièrement de la Russie, par exemple, nous devons investir dans une mutualisation intelligente. On ferait d'une pierre trois coups, transition écologique, développement économique et
indépendance géopolitique en énergie un peu plus forte. On croit très fort en ce projet, on n'est pas les seuls à le porter, on est soutenu par une série de professeurs d'université et on pense que c'est une partie de la solution. François de Smet, le gouvernement de Charles Michel en Belgique est tombé non pas sur ce dossier climatique mais sur la crise migratoire que vous connaissez bien puisque vous avez été encore tout récemment, je le disais, le directeur de Myria, le Centre fédéral de la migration. Alors on rappelle ce qui s'est passé, le Premier ministre Charles Michel a signé, comme d'autres dirigeants européens, le pacte migratoire de l'ONU à Marrakech et les nationalistes flamands s'y sont opposés. Ils ont fait tomber le gouvernement puisqu'ils étaient dans la coalition en place. Charles Michel, selon vous, il a été courageux? Il était contraint de signer ce pacte. Il avait déclaré que la Belgique le signerait à Marrakech et puis il s'est fait poignarder dans le dos par la NVA, les nationalistes flamands, qui, si vous voulez mon interprétation, ont saisi une occasion pour essayer de lancer leur campagne électorale 6 mois avant l'échéance, parce qu'ils savent que les contextes de crise, des contextes de cristallisation les servent. En vérité, pendant 4 ans, ce parti nationaliste flamand a mis à l'épreuve le gouvernement belge dans des dossiers de migration. On pense à l'expulsion de Soudanais vers le Soudan alors qu'ils couraient le risque d'être torturés. On pense au retour de l'enfermement des familles avec enfants dans des structures fermées. Il y a une série de dossiers sur lesquels le gouvernement aurait pu tomber avant. Ici, il est tombé sur une question de principe et sur l'adoption d'un texte, mais s'il avait dû vraiment tomber sur des questions de principe et des principes de droits humains, selon moi, il aurait dû plutôt tomber sur la crise des Soudanais ou sur d'autres dossiers. Ici, c'est surtout une manœuvre tactique d'un parti, la NVA, consistant à essayer de lancer une campagne électorale sur les domaines qui lui conviennent le mieux, à savoir l'identitaire et le repli nationaliste. François de Smet, une question sur votre parti, le défi qui s'appelait avant le FDF, le Front des francophones. Dites-nous, est-ce que vous êtes plutôt de gauche, de droite ou centriste? Et est-ce que les francophones sont en danger en Belgique au point d'avoir quasiment un parti comme le vôtre qui leur est dédié? Alors, tout le monde vient de quelque part, et c'est le cas de Défi, qui en effet vient du FDF, du Front des francophones, qui est attaché pas seulement à la défense des droits des francophones, mais à la défense de toutes les minorités linguistiques. Faut être très clair là-dessus. Notre adversaire, ce ne sont pas les néerlandophones, les flamands, ce sont des partenaires, ce sont même des amis avec qui nous dirigeons la région bruxelloise, avec qui nous avons vocation à diriger d'autres niveaux de pouvoir. Notre adversaire, c'est le nationalisme, qu'il soit flamand ou autre. Et c'est vrai que dans une série d'endroits, comme en périphérie de Bruxelles, il faut parfois encore se battre pour que des droits élémentaires, notamment des droits démocratiques de nomination de maire ou de bourgmestre, soient respectés. Mais au-delà de ça, nous nous sommes développés beaucoup plus loin que ça. Nous sommes aujourd'hui en effet un parti plutôt centriste sur l'échiquier, avec une intransigeance nette sur les droits humains, qu'il s'agisse de ceux des migrants, qu'il s'agisse de ceux des minorités linguistiques, qu'il s'agisse de l'égalité homme-femme, et une fibre, je dirais, libérale sociale. Nous croyons en l'économie de marché, mais nous considérons qu'elle ne sert à rien s'il y a toujours des gens qui dorment dans les rues. Nous sommes dans le rassemblement et la synthèse. Nous sommes intransigeants sur les droits fondamentaux et centristes sur le reste. François de Smet, on va maintenant vous demander bien évidemment une réaction au drame qui secoue Paris et toute la France, et d'ailleurs le monde entier, puisque l'incendie de Notre-Dame de Paris a sidéré la planète. Mais avant de vous entendre, on va justement regarder ce reportage de notre partenaire que vous connaissez bien, la RTBF, la télévision publique belge, puisque très rapidement après le drame, une entreprise belge spécialisée dans la charpente a été réquisitionnée d'urgence. Reportage. 6 heures ce matin, un chargement un peu particulier arrive à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sont 10 poutres de bois, de 20 mètres de long et de 1,20 m de hauteur. Fabriquées en Belgique, elles serviront à consolider la structure restante de l'édifice. Les poutres vont être déchargées une par une au sol. Ensuite, elles seront préparées avec d'autres éléments d'assemblage et elles seront ensuite emmenées en toiture par une grue beaucoup plus grande. C'est dans cette entreprise à Étal, en province de Luxembourg, que ces poutres ont été fabriquées. Hier après-midi, ici, on a enclenché le mode urgence pour que la cargaison soit prête dans un délai très court. On a eu une demande vers 14 h et un ordre de découpe vers 15 h 30. L'idée a été de détourner de leur destination des poutres qui étaient prêtes pour un autre client et de les redécouper aux mesures précises demandées par Paris. Patrick Van Orenbeek a roulé une bonne partie de cette nuit pour amener sa marchandise à Notre-Dame de Paris. Escorté par plusieurs motards des forces de l'ordre, le convoi était très long et il fallait éviter des embûches qui auraient pu retarder la livraison.
Ça fait un convoi qui fait 25 mètres. Ça s'est passé très bien, mais avec beaucoup de préparation, autant en bureau qu'avec les autorités et la police. Le trajet s'est passé très bien, mais très tôt pour éviter les premiers embouteillages. Depuis ce matin, les poutres sont donc placées à l'intérieur de l'édifice grâce à une grue. Pendant ce temps-là, les pompiers surveillent toujours le bâtiment. Des fumées encore présentes montrent qu'il est essentiel pour les hommes du feu de rester vigilants. François de Smet, bel exemple de solidarité francophone, non, avec Notre-Dame, que cette histoire. Oui, je suis ravi évidemment que Dubois, ardennais, wallon, puisse aider dans le début de reconstruction de cette cathédrale. C'est un mythe à la fois architectural, religieux et littéraire, raison pour laquelle il y a une forte émotion autour de cet incendie. Et quand on voit l'argent qui a été récolté en à peu près 2 jours, je pense que plus personne n'a de réelle inquiétude sur le fait qu'on puisse rebâtir cette cathédrale. La question est de savoir si l'émotion, qui semble un très puissant vecteur en démocratie, ne pourrait pas aussi être aussi efficace dans d'autres causes et dans d'autres dossiers où on aurait aussi bien besoin d'1 milliard d'euros. Par exemple ? Par exemple, on pense aux sans-abri, on pense à une manière de gérer la migration de manière beaucoup plus humaine, on pense aux enjeux écologiques qui demanderaient, par exemple, au niveau européen, des investissements beaucoup plus lourds. On sait qu'on fait des sauts de puce en avion pour aller de Paris à Barcelone parce que c'est des trajets qui sont laborieux en train. On pourrait avoir une politique de grands chantiers et on pourrait simplement aider les gens qui sont dans le besoin. La crise des Gilets jaunes nous montre qu'il y a un vrai souci de précarité dans le monde, bien sûr, mais en Europe aussi. Et donc là, il ne faut pas opposer les causes. L'un n'empêche pas l'autre, mais on peut être que saisi de la manière dont une émotion, parce qu'elle est commune, universelle, arrive à drainer énormément d'argent très rapidement, alors que des causes tout aussi importantes, plus humaines et parfois plus urgentes, ont parfois du mal laborieusement à obtenir un même degré de reconnaissance et d'investissement. François de Smet, candidat sur la liste défi donc aux prochaines élections législatives fédérales en Belgique. Ce sera le 26 mai. Rappelons aussi que les Belges vont se prononcer sur le scrutin européen et d'autres scrutins. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.